La section précédente a été dédiée à l'étude des modèles biomimétiques, directement inspirés de la nature, et plus particulièrement inspirés par les colonies d'animaux ou d'insectes qui s'organisent pour trouver par exemple leur nourriture. Ces modèles dits en essaim ou ces modèles génétiques ont permis d'aborder des problèmes d'optimisation combinatoire qui sont d'une très grande complexité et que l'on rencontre dans les sociétés humaines, notamment dans les problèmes de logistique. Cette fois-ci, nous allons faire un pas en avant dans le biomimétisme, puisque les systèmes que nous allons imiter désormais vont s'inspirer du système nerveux et du cerveau des animaux supérieurs. En effet, il y a trois éléments de la complexité du vivant que l'on cherche à implémenter sur ce lithium. Nous avons vu dans la section précédente la capacité à s'adapter, comme les arbres qui s'adaptent à leur environnement, ou les colonies d'insectes qui s'adaptent aussi, qui recherchent leur nourriture ou leurs habitats. C'est donc l'objet des modèles en essaim ou des modèles génétiques. Et puis, il y a une propriété essentielle qui n'a pas encore été étudiée, qui est l'autopoïèse, c'est-à-dire la faculté qu'ont les êtres vivants de se répliquer, de se réparer et de se reproduire. Et enfin, on terminera par la dernière capacité, qui est la capacité des animaux dits supérieurs, capacité d'apprentissage, et aussi capacité de transmettre cet apprentissage à leurs enfants ou à leurs petits. L'autopoïèse, ou la capacité à se reproduire ou à séparer, est une propriété qui a fasciné un esprit les plus brillants du XXe siècle, qui est John von Neumann, qu'on retrouve à la base de la plupart des grandes avancées dans la science complexe du XXe siècle, que ce soit l'algorithmique, que ce soit les méthodes Monte-Carlo aléatoires, que ce soit l'architecture des ordinateurs, et qu'on retrouve aussi ici, puisqu'il a essayé de faire une étude mathématique des systèmes autoréplicants. Bien sûr, il n'y avait aucun moyen d'implémenter ces systèmes-là en réalité. Progressivement, avec les développements technologiques, d'une part l'arrivée des ordinateurs, mais aussi le concept d'automate cellulaire qu'il a travaillé avec Stephen Ulam, qui malheureusement à cette époque-là, juste après l'après-guerre, n'était accessible que sur papier-crayon. Le véritable développement a eu lieu en 1970 avec le mathématicien britannique John Conway, qui a publié un résultat sur le jeu de la vie sur ordinateur. Et ce jeu, le mot jeu est un peu trompeur, puisque on croit que c'est un amusement de fin de soirée, mais en fait, c'est le résultat de beaucoup de recherches et d'optimisation qui ont permis à John Conway d'élaborer un automate cellulaire qui reproduit des grandes complexités de l'évolution des systèmes dynamiques. Et puis, 10 ans plus tard, Stephen Wolfram va faire une étude systématique des automates cellulaires à une dimension et va les classer, va en étudier les propriétés et va aller jusqu'à promouvoir une théorie selon laquelle l'ensemble de la nature pourrait être expliqué par une base d'automates cellulaires. Alors, le jeu de la vie de Conway paraît ultra simple. C'est un automate qui évolue dans un plan. Le plan est divisé en cellules, et ces cellules peuvent être vides ou occupées simplement. Donc un état binaire, vrai, faux, ou 0 ou 1. Chaque cellule a un état qui est déterminé par la situation de ses 8 voisins, puisqu'il y a 8 voisins dans les 4 directions, plus les nord-est, etc. Alors, les règles du jeu de Conway, encore une fois, qu'il n'a pas trouvé comme ça un soir au coin du feu, mais qui est le résultat d'un grand travail, est le suivant. L'automate va évoluer par étapes. À chaque étape, une cellule, si elle est occupée, va se vider si le nombre de ses voisins est plus petit que 2 ou plus grand ou égal à 4. C'est-à-dire, c'est le cas des cellules qui sont soit isolées, soit étouffées, j'allais dire, par le voisinage. Si le nombre de voisins est égal à 3, elle est occupée quel que soit l'état qu'elle avait auparavant. Et par contre, si le nombre de voisins est égal à 2, elle reste dans l'état, c'est-à-dire occupée si elle est occupée, ou vide si elle était vide. Ici, vous avez le schéma d'une configuration initiale avec 5 cellules occupées
et en rouge sont affichés le nombre des voisins possibles. Donc vous voyez tout de suite que la cellule qui a 4 voisins ici, ou celle qui en a qu'un euh, ici, et toutes les cellules qui sont inoccupées et qui ont un voisin occupé, eh bien, vont être vides à l'étape suivante. Les cellules qui ont deux voisins restent en l'état, c'est le cas des deux cellules occupées qui sont ici, et aussi de la cellule inoccupée qui est là, et celle-ci, et celle-ci. Par contre, les cellules qui ont trois voisins, comme celle-ci qui était occupée, va donc devenir pleine, et puis celle-ci aussi, qui a trois voisins, va aussi être en situation occupée. D'où la transition que l'on voit, deux cellules qui vont se vider et deux qui vont apparaître. C'est donc des règles relativement simples qu'on peut reproduire à grande échelle et avec beaucoup d'étapes sur ordinateur, et qui a donné ce qu'on appelle le jeu de la vie, puisque l'évolution de cet automate, d'une part, visuellement, va reproduire des comportements qu'on attend de colonies d'animaux, et plus profondément d'un point de vue mathématique, a un lien très profond avec la dynamique des systèmes qu'on a vus précédemment. Alors tout d'abord, lors de l'évolution de n'importe quel automate, il vont apparaître des figures qui sont liées à des attracteurs. D'abord, il y a des attracteurs fixes, il y a des configurations qui sont ici, qui sont fixes, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent identiquement tout au long du processus. Il y a des attracteurs périodiques, avec des périodes qui vont de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15, c'est-à-dire des structures qui se reproduisent identiquement à elles-mêmes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que des cellules vont se reproduire identiquement en se déplaçant, et on appelle les planeurs. En particulier, les planeurs ont la propriété de se déplacer, et quand ils collisionnent avec des cellules, des ensembles de cellules stables ou périodiques, ils vont les perturber et les faire évoluer vers un autre état. Et enfin, quelque chose qui se rapproche le plus de l'autopoïèse, c'est les fameux canons en planeur, c'est-à-dire des structures d'automates cellulaires qui vont générer des petites cellules de manière identique et de manière indéfinie, qui vont se déplacer sur le plan. Donc l'ensemble de ces attracteurs fixes et l'ensemble de ces structures mobiles constituent un ensemble très dynamique qui donne une impression visuelle qui ressemble fort à des évolutions de cellules. Sur le blog, vous irez voir et vous verrez sur ce site-là des évolutions de colonies avec des conditions initiales différentes, et on pourra apprécier la grande diversité d'évolutions. Et ce n'est que en 2010 que l'idée de John von Neumann, qui pensait étudier de manière abstraite la notion d'autoréplication ou d'autopoïèse, a pu être mise en évidence, puisqu'il a fallu attendre 2010 pour qu'on établisse une structure dans le jeu de la vie qui crée une copie d'elle-même et s'autodétruit en un cycle de quelques millions d'opérations, quand même. À partir des années 80, Wolfram va étudier systématiquement les automates logiques à une dimension. Nous avions au jeu de la vie un automate à deux dimensions. Cette fois-ci, Wolfram s'est intéressé aux automates logiques à une dimension, et avec un voisinage très simple, puisque chaque cellule à l'étape n plus 1 dépend de l'état d'elle-même et de ses deux voisines à l'étape précédente. Comme tout est binaire, eh bien, par un jeu d'écriture binaire relativement évident, on peut montrer que les trois cellules initiales peuvent avoir 8 états différents, numérotés de 0 à 7, et chacun de ces 8 états différents peut donner lieu à l'apparition d'un 0 ou d'un 1. La combinaison binaire de toutes ces solutions possibles aboutit à numéroter les règles par des nombres qui vont de 0 à 255, et lorsqu'on code 0 à 255 en binaire, comme exemple ici, la règle 166, qui en binaire donne ceci, eh bien, la suite qu'il a donne la détermination des sorties correspondant aux différentes combinaisons d'entrée. Donc, automate binaire très simple, et avec un nombre fini de règles possibles. Wolfram fait une étude systématique de toutes les règles, et il fait apparaître tout un ensemble de solutions. Ici, ce ne sont les solutions qu'à partir d'une graine initiale,
qui sont soit par exemple purement périodiques, comme la règle 222 ou la règle 250 ou la règle 122. Il y a des règles aussi qui font apparaître des systèmes fractales dont on sait que ils sont proches des signatures qui sont des signatures des systèmes dynamiques chaotiques, plus d'autres règles avec des configurations extrêmement particulières, comme la règle 62 par exemple, ou la règle 30. Donc, il a fait une classification et il a montré que cet automate ultra simple fait d'abord apparaître des structures d'attracteurs périodiques, comme la 4, 108, etc., et des structures chaotiques spécifiques des systèmes dynamiques non linéaires, et puis des structures complexes hyper non stables qui ressemblent fort à celles du jeu de la vie, qui est par exemple la règle 110. Et donc ces machines-là, hormis le fait qu'elles reproduisent les grandes classifications des systèmes dynamiques, se rapprochent aussi d'un point de vue historique de tout le travail qui a été fait notamment par le mathématicien Turing, qui avait établi de manière purement abstraite une machine complexe dont l'objectif était de démontrer la complétude des équations mathématiques. Donc il avait conceptualisé une machine de Turing. Eh bien, on a pu démontrer que le jeu de la vie était donc une machine universelle de Turing et que, par exemple, la règle 110 des automates de Wolfram était aussi une machine de Turing. Donc, en modifiant la dimension ou les règles de voisinage, on a des tas de familles d'automates, dont certaines, comme illustré à droite, qui est une règle qui fait que chaque cellule prend la couleur qui est majoritaire parmi ses voisines, permet de modéliser des phénomènes comme la rouille sur un métal, la propagation des taches du léopard ou d'un feu en forêt. Il y a énormément donc de possibilités avec ces automates très simples de simuler des phénomènes complexes de la nature. Donc les automates cellulaires, hormis leurs propriétés visuelles fascinantes, ils sont assez spectaculaires, ça illustre d'abord le théorème qu'on a vu depuis le début, à savoir que le complexe naît du simple, le complexe n'est pas forcément du compliqué, les règles très simples aboutissent à l'émergence du complexe, donc le phénomène de l'émergence, comment un petit changement dans une règle très simple peut aboutir à des phénomènes foncièrement différents à l'échelle des collectives de l'automate, l'auto-organisation et dans certains cas l'autopoïèse. Fort de tout ça, Stephen Wolfram, qui était extrêmement, disons, ambitieux et très imaginatif, a essayé d'établir que les automates cellulaires seraient la base de toute la science et de toute l'organisation des systèmes naturels. Il a fait des développements intéressants, mais qui n'ont pas emporté l'adhésion puisque cette théorie-là, finalement, n'a pas abouti à des résultats très concrets et n'a pas emporté, disons, l'adhésion de la collectivité scientifique. Sur des aspects plus précis, cependant, les automates cellulaires se sont avérés comme des outils extrêmement précieux, par exemple pour interpréter la mécanique quantique. Et ceci, c'est un ouvrage de Gerhard Tufte, qui est un prix Nobel et qui n'est pas, j'allais dire, comme on dirait vulgairement, un rigolo, mais qui a vraiment essayé d'établir comment on pouvait relier les automates cellulaires à la mécanique quantique. Donc, les automates cellulaires, aussi simplistes qu'ils paraissent, sont fascinants parce qu'ils sont quelque part, soit en illustrant, soit en étant la source des phénomènes les plus complexes qu'on retrouve dans la nature. Les automates qu'on a vus donc jusqu'ici, on en a vu deux catégories. La première série d'automates, alors j'appelle automate un système, une boîte, dans laquelle on rentre des données, qui a des sorties, et on reboucle les sorties vers l'entrée pour faire une opération itérative. Quand la boîte ici est linéaire, lorsque les sorties sont proportionnelles aux entrées, on a un automate déterministe qui n'a pas de surprise, et qui évolue et puis qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes comme on a vu dans les chapitres précédents. Ensuite, on a vu avec le chaos déterministe, on a vu que lorsque le bouclage est non linéaire, c'est-à-dire que les entrées dépendent de manière non linéaire, comme le carré ou une fonction complexe des variables de sortie, le système peut prendre des régimes qui sont chaotiques, avec
à côté des régimes stables qui ressemblent à des régimes linéaires. Et puis on aborde, pour terminer, une classe d'automates absolument nouvelle qui va faire intervenir un travail qui est lié à l'apprentissage, c'est-à-dire que non seulement les variables de sortie dépendent non linéairement dépendent des entrées, mais aussi le fait que le traitement qui est fait va varier en fonction des résultats de sortie. C'est-à-dire qu'on a une idée des résultats que l'on cherche à obtenir et on va essayer de modifier à l'intérieur le traitement pour que progressivement on se rapproche de cet objectif. Ce sont les réseaux neuronaux, et les réseaux neuronaux sont apparus dans les années 60 comme le confluent de trois grandes avancées de la physique et des mathématiques, et puis de la biologie. D'abord, il y a le fait une meilleure connaissance du système neuronal avec la règle de Hebb de 48, qui est une règle qui a été inventée pour les neurones biologiques et qui tendait à montrer que la plasticité des systèmes neuronaux à s'adapter et à retenir était liée au fait que les synapses qui relient les neurones avaient un rôle dynamique et s'adaptaient en fonction de la classe du problème. On verra que ceci sera étudié dans les systèmes neuronaux sur silicium. Puis, à peu près dans la même époque, c'était plutôt un psychologue qui, en réfléchissant sur le fonctionnement, disons, à l'échelle macroscopique des systèmes vivants, a imaginé que les neurones pouvaient avoir une structure que l'on pouvait abstraire, qu'on pouvait simplifier, et il a défini ce qu'on appelle les neurones formels, c'est-à-dire un système avec un corps, une sortie axone et des dendrites qui sont les voies d'entrée. Et donc un neurone, c'est un système qui a des voies d'entrée, qui va traiter dans le corps l'information et qui va générer une sortie qui va être recouplée sur les autres. Tout ceci nécessitait beaucoup de calculs. Ceci n'était possible que lorsque les ordinateurs se sont bien développés, et en particulier les micro-ordinateurs qui sont devenus très répandus. Clark, qui est un informaticien, un des premiers promoteurs des micro-ordinateurs, a été un des premiers à implémenter ces neurones formels sur ordinateur. La première application formelle du premier réseau neuronal, premier système neuronal, est le perceptron de Rosenblatt dans les années 57. Perceptron qui est d'abord un neurone unique et qui ensuite va se complexifier sous forme de réseaux. Ces réseaux, on le verra, pour répondre à différentes contraintes, seront multicouches, ensuite, ou bien en réseau comme les réseaux de Hohlfeld, et plus tard, à partir des années 90, évolueront vers ce qu'on appelle les réseaux convolutifs, qui sont à la base de l'intelligence artificielle telle que nous la voyons et telle qu'elle influe notre vie quotidienne dans les années 2020. Alors le neurone formel est une image simplifiée du vrai neurone, puisque le neurone biologique a des entrées multiples, qu'on appelle des dendrites, un corps cellulaire, un axone de sortie, et l'axone se subdivise pour se connecter aux autres neurones par l'intermédiaire de synapses, qui sont des espèces de petits interrupteurs qui vont moduler le signal électrique. Donc, le neurone formel va être constitué d'un ensemble d'entrées, X1, X2 à Xn, correspondant aux différentes dendrites. Ensuite, puisque pour symboliser les synapses, il va y avoir des poids qui vont être affectés à ces entrées, poids plutôt qui vont dans certains cas favoriser l'entrée correspondante ou au contraire la défavoriser, et ce sera le résultat de l'apprentissage. Tout ceci va être ensuite rentré dans le corps du neurone qui sera une agrégation, généralement une somme assez simple, qui va sortir une valeur U, mais une valeur U qui n'est pas forcément normée, qui a des extensions très variables. Donc on va rentrer cette valeur U dans une espèce de fonction qu'on appelle de fonction de seuil, qui va déterminer une sortie qui est adaptée à pouvoir être incorporée et reliée à d'autres neurones. C'est la sortie Y. Donc on a bien l'analogue des dendrites, des synapses, avec les poids des connexions, du corps cellulaire et d'axone.
Les relations mathématiques sont ultra simples. Il ne faut pas oublier que les systèmes neuronaux ne sont pas des systèmes sur des puces sur silicium très compliquées. Eh bien, la sortie, l'agrégation n'est simplement que la somme du produit des poids par les entrées, qui va donner une sortie Y. Et à partir de U, on sort une Y avec une fonction de seuil qui va ramener UI dans les normes attendues des X et des Y. Le perceptron, c'est donc un neurone formel avec une règle de bouclage qui va faire que, en fonction de la sortie, on va réadapter les poids correspondants. D'abord, dans le perceptron, les sorties et les entrées seront binaires, soit 0, 1, soit 1, moins 1, ou logiquement oui, non. Et puis, il faut une fonction de transfert non linéaire, qui est une fonction avec un seuil, ou une fonction de ce type-là. Par exemple, voilà un exemple typique de fonction de transfert qui va transformer n'importe quelle fonction de U en un signal qui va être compris entre moins 1 et plus 1. Comment va se faire l'apprentissage? Et c'est là que Rosenblatt a innové, puisqu'il a implémenté sur silicium la règle de Hebb, en disant, on le verra que derrière ce perceptron, d'ailleurs perceptron, le mot l'indique, il y a l'idée d'une rétine artificielle, une rétine dont les cellules ici de la rétine recevraient le signal d'entrée et qui en sortie mettrait une valeur oui-non par rapport à la reconnaissance d'un signal. Le premier perceptron, par exemple, pouvait reconnaître deux lettres, la lettre A ou la lettre C. Donc, on affecte une sortie à ces différents exemples et une sortie qui vaut 0 ou 1, qui sera la fonction objectif. Donc, à chaque jeu d'essai, on va proposer au perceptron un certain nombre de jeux d'essai pour la valeur des pixels sur la rétine. À cette fonction-là, on décide quelle devrait être la détection. C'est une sortie qui sera l'objectif. Et à chaque étape du temps, on fait le calcul qu'on a vu et on compare la sortie de l'étape T, YT, à l'objectif. Et s'ils sont différents, on reboucle le calcul en modifiant les poids W pour se rapprocher de plus en plus de la valeur objectif. Donc on cherche à minimiser à chaque étape l'écart entre la sortie qu'on obtient et la sortie que l'on désire. Et c'est là que la règle de Hebb s'avère très simple dans ce cas-là, puisque on peut montrer de manière mathématique que les poids WI à chaque étape sont ajustés de cette façon-là. On prend le poids du pixel I à l'instant T, qui va donner le poids du pixel I à l'instant T plus 1, que multiplie ce facteur ou fait apparaître la différence entre la valeur obtenue et l'objectif, la valeur xi correspondante et un paramètre alpha qui permet de mesurer avec laquelle on se rapproche, on fait l'apprentissage. Donc le perceptron, un neurone et un règle d'apprentissage, voilà une image typique d'un perceptron qui a 25 entrées, puisqu'il y a 25 pixels, il y a 25 cellules sur cette rétine, qui peuvent prendre des valeurs moins 1 ou plus 1. Moins 1, c'est blanc, plus 1, c'est noir. Et donc, on veut entraîner ce neurone à reconnaître les lettres C et H. On va lui présenter sur cette rétine artificielle des symboles C et H. Et à chaque fois, si on définit par exemple que C vaut plus 1 et que H vaut 0, eh bien, en fonction de ça, on va modifier les poids de telle sorte que la sortie Y corresponde à celle qu'on attend, vu la façon dont les pixels sont rentrés. Un exemple typique ici, qui fait qu'au départ, on met les poids de manière un peu arbitraire, puis ensuite les poids évoluent en positif, ceux qui sont favorisés, en négatif, ceux qui sont défavorisés. Là, on rentre un H avec une nouvelle configuration, et ainsi de suite. De proche en proche, on rentre des images d'essai et on adapte on adapte les sorties, on adapte les poids pour que le signal de sortie corresponde à ce qu'on a mis en entrée. Et au bilan,
l'ensemble des poids W a été éduqué, apprenti, de telle sorte qu'à l'avenir, si on présente n'importe quelle image avec quelque chose qui ressemble même de manière imparfaite à un C ou un H, eh bien, le système puisse reconnaître le C ou le H. Si on fait une référence aux attracteurs, si on imagine l'espace de configuration comme un espace plan, eh bien, l'apprentissage va créer des attracteurs autour d'une zone qui sera la zone du C, autour d'une autre zone autour du H. Et quand ces zones sont bien définies par l'apprentissage, si on fait rentrer n'importe quelle image, eh bien, le système va tendre à se rapprocher de la zone la plus proche, qui est soit un C, soit un H. Bien sûr, un seul perceptron peut reconnaître qu'un oui-non, une valeur 0,1, mais tout de suite on a pensé à mettre, pensant à la rétine humaine, à mettre beaucoup plus de valeurs d'entrée et de mettre en parallèle plusieurs perceptrons, de telle sorte qu'on puisse avoir des combinaisons de sortie beaucoup plus riches que le simple 0 ou 1. Donc tout allait dans le meilleur des mondes pour le monde des réseaux neuronaux auquel on prédisait un grand avenir. Et lorsque, en 69, il y a eu un hiver absolu, c'est Minsky, que certains considéraient comme le pape de l'intelligence artificielle, a publié un livre démontrant de manière très rigoureuse que si que les perceptrons sont des machines à classer, eh bien, il y a des classes de problèmes que le perceptron ne pourra jamais arriver à résoudre. Donc, quelque part, en 69, le pape de l'intelligence artificielle n'y croit plus. Donc, imaginons le dégât parmi les disciples. Il y a eu énormément de disciples qui ont quitté le champ. Et il y a eu un hiver pendant 10 à 20 ans pendant lesquels personne ne pariait un dollar ou un rouble sur l'intelligence artificielle. Et très peu de gens tenaces et têtus ont continué à y travailler. En effet, Minsky a démontré que le perceptron, c'est un système qui permet de séparer des nuages de données en classes, mais à condition que ces classes soient séparables par des manières linéaires, par un segment de droite, par exemple, ou un plan, ou un hyperplan. En revanche, même des structures très simples comme celle-ci n'étaient pas résolues par le perceptron, puisqu'il n'y a aucune droite unique qui peut classer les points rouges et les points bleus en deux classes séparées. C'est une preuve formelle. Il a démontré ensuite que, par exemple, le OU exclusif ne peut pas être synthétisé par un septron. Donc, beaucoup de déceptions. Jusque presque 20 ans après, on découvre quand même la solution qu'on appelle les systèmes neuronaux multicouches, qui vont permettre de résoudre le problème de Minsky et de traiter des problèmes non linéaires comme des classes telles qu'elles sont représentées dessus. Et là aussi, ces limitations de la nature, ces limitations du système visuel humain et animal qui a été à la base de la découverte qui permettait de lever l'ambiguïté. En effet, le système visuel humain n'est pas constitué d'une rétine qui va envoyer directement le signal au système visuel pour l'interprétation. Eh bien, avant d'arriver au cortex visuel, le signal va être passé par différentes couches de neurones qui vont en faire un traitement. Donc, l'idée des années 86 a consisté à dire, imitons ceci en introduisant des couches de neurones multiples et non pas une simple couche de sortie. Donc, typiquement, on avait une structure comme ça, où on avait notre perceptron de sortie, ici il y en a deux, et puis entre l'entrée et le perceptron de sortie, on va introduire des couches dites cachées. Mais la question qui s'est tout de suite posée, c'est comment on sait comment définir les règles d'apprentissage pour le perceptron de sortie, quand on veut atteindre des objectifs, comment modifier les poids qui sont ici, mais comment va-t-on adapter les neurones cachés? Donc il a fallu beaucoup de travail pour essayer de faire ce qu'on appelle la rétropropagation, c'est-à-dire que quand on sait adapter les points W de la couche de sortie, comment rétropropager l'information pour que aussi les neurones de la couche cachée, et on verra plus tard des couches cachées, eux aussi s'adaptent pour mieux résoudre le problème. Donc,
ceci fait intervenir les méthodes des gradients qu'on a vues à propos du recuit simulé et qui permet d'ajuster les poids de la couche cachée. Il y a eu aussi des travaux qui consistaient à dire, si je veux un perceptron qui lit de nombreuses lettres, je peux imaginer que les lettres en imprimerie sont des assemblages de traits horizontaux, de traits obliques, d'angles aigus, de formes arrondies, etc. Eh bien, on peut éduquer un perceptron à reconnaître ces grandes figures géométriques et l'intercaler entre l'entrée et la sortie, de telle sorte qu'il pourra associer à chaque lettre un ensemble de lignes droites, d'angles aigus, de lignes horizontales, etc. Le gros désavantage, c'est donc c'est ça suppose qu'on sache auparavant comment les neurones cachés doivent se comporter, alors que la véritable intelligence artificielle nécessite que les neurones cachés s'adaptent aux problèmes de manière directe. Donc voilà, ceci a complètement débloqué la recherche qui a pris à nouveau son envol, mais la recherche et la limitation du système optique ou visuel humain ou des animaux a été plus loin puisqu'on s'est rendu compte que, et ça a été des travaux qui ont été faits par exemple par des prix Nobel, Hubel et Wiesel, qui ont montré que le système visuel humain passe par différentes couches de neurones, certes, mais ces couches de neurones ont des rôles très très spécifiques. Et il y a des couches qui sont des couches de neurones de traitement et des couches de neurones de mise en commun. C'est-à-dire que les neurones de traitement sont des groupes de neurones qui vont s'adresser à une zone spécifique de la rétine, et pas toute la rétine, et donc vont traiter cette zone-là. D'autres groupes de neurones vont traiter d'autres zones, mais ces zones-là vont se recouvrir comme des tuiles, de telle sorte qu'il va y avoir une redondance de l'information et qui va permettre de déterminer les caractéristiques principales de ce qui est observé. Et puis ensuite, après la phase d'échantillonnage par des groupes de neurones, eh bien, il y a à nouveau le problème de convolution, c'est-à-dire de mise en commun de toutes les sorties de ces neurones-là, pour avoir d'autres structures qui vont ensuite, de proche en proche, être affinées pour avoir l'ensemble des caractéristiques du système. Ce système extraordinairement efficace, puisqu'il est fortement imité du système humain, c'est très vite complexifié et certains systèmes peuvent aller jusqu'à 30 ou 50 étages de couches neuronales pour aboutir au résultat. Voilà un petit exemple de Net5 de Yann Lequin, mais 5 qui correspond au fait qu'il n'y avait que 5 couches dans ce système-là, et qui montre comment ce système-là pouvait reconnaître déjà l'écriture manuscrite à partir ici des différentes couches de neurones qui ont filtré et traité différents secteurs spécifiques de l'image. Alors à partir des années 2000 et de tous ces réseaux convolutifs, il y a eu donc la conjonction des progrès et de la connaissance que nous avons des principes de fonctionnement des réseaux, plus le fait que ces dizaines de couches de neurones avec des milliers de pixels nécessitaient des processeurs extrêmement puissants. Mais l'avantage, c'est que ce sont des processeurs qui ont très peu d'opérations. On a vu que les opérations en sortie ou dans les neurones artificiels sont très simples. Ce sont des sommes ou des seuils. Et ceci a permis le développement de processeurs graphiques dédiés au traitement d'images, très puissants, complètement dédiés et peu coûteux finalement, qui ont permis, en mélangeant avec la puissance, donc ont permis de développer des systèmes neuronaux très puissants avec de nombreuses couches, avec énormément d'applications. Par exemple, la lecture de l'écriture manuscrite, c'était un des premiers applications. Par exemple, le tri postal, la lecture automatique de l'adresse des courriers. Puis aussi, ceux qui sont les plus anciens se rappellent les balbutiements des lecteurs de code barres. Désormais, les codes barres sont lus de manière entièrement automatique et sans aucune précaution particulière, c'est-à-dire que le système est capable de reconnaître dans une image quelconque si un code barre et de le détecter. Ensuite, il y a eu l'analyse vocale, c'est-à-dire transcrire en écriture des messages vocaux. L'opération inverse étant la synthèse, c'est-à-dire de synthétiser des messages écrits, ce que vous avez dans votre voiture quand vous écoutez votre GPS. Il y a la traduction automatique de texte,
Donc, vous savez, sans parler de publicité, mais Google a un système de traduction très très efficace dans une trentaine de langues différentes. Il y en a d'autres logiciels aussi. Et la voix, qui va venir bientôt. Nous aurons sur nos smartphones des possibilités de parler dans un pays étranger en français, sachant que le smartphone fera en direct la traduction dans la langue du pays. Traitement d'image, donc lecture de code barre, imagerie médicale. Puis à gauche, illustrer ce qu'on appelle la reconnaissance faciale, que l'on retrouve maintenant sur tous les smartphones, c'est-à-dire la capacité qu'a le système de détecter dans une image complexe ce qui est un visage humain de ce qui n'en est pas. Et donc avec le petit rectangle que vous avez sur vos appareils de photo désormais pour savoir où est le visage de la personne que vous photographiez. La conduite de véhicules autonomes, etc., etc. Donc énormément d'applications qui sont liées à l'explosion de ces systèmes neuronaux euh, convolutifs. Alors, on a parlé d'apprentissage. En fait, l'apprentissage profond, qui est le deep learning, progressivement, il y a eu deux grandes méthodes pour que les réseaux neuronaux apprennent les tâches que l'on veut leur faire. La méthode de base au départ, c'est la méthode dite supervisée, c'est-à-dire qu'on présente au système neuronaux un ensemble d'entrées à partir d'exemples, et on lui indique quelles sont les sorties désirées. Vous présentez 1 million d'images avec des chiens, en entrée dans le système neuronal et vous lui demandez de détecter un chien, ainsi de suite. Donc le système neuronal va s'adapter en fonction, et quand je parle d'1 million, ce n'est pas un hasard, puisque les bases de données de Google correspondent quelquefois à des milliards d'images qui sont servies à la base pour l'apprentissage, ou décoder l'écriture manuscrite, etc. Donc là, l'apprentissage supervisé, je te montre quelque chose, je te dis ce que tu veux que tu vois. L'apprentissage non supervisé est plutôt dans les opérations dynamiques comme l'apprentissage de jeu ou l'apprentissage de voiture, de conduite de voiture ou de conduite de robot, puisque cette fois-ci, on n'indique pas, on indique simplement l'objectif au système, on lui indique quelles sont les règles du jeu de Go, et on le laisse jouer contre lui-même ou contre un autre programme, en appliquant les règles et progressivement de voir quelles sont les stratégies qui permettent de gagner et celles qui... Donc c'est de l'apprentissage non supervisé qui est un petit peu inquiétant et qui est un peu d'ailleurs celui qu'on observe chez les êtres humains, par exemple quand on apprend à marcher, même si quelquefois nos parents nous aident, mais il y a beaucoup d'apprentissage par essai-erreur, savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. À droite, vous avez une visualisation dynamique de ce qui s'est passé pour l'AlphaGo, qui est le système neuronal qui joue maintenant mieux au jeu de Go, qui est supposé être un des jeux les plus complexes au monde, meilleur que les meilleurs des humains, qui, en jouant contre lui-même, au bout de 5 jours avait déjà atteint un très bon niveau, au bout de 15 jours atteignait le niveau mondial, au bout de 20 jours d'entraînement contre lui et contre d'autres machines, a atteint le niveau du meilleur homme et à partir de là a pu le battre régulièrement. Donc les systèmes neuronaux s'adaptent et surtout dans l'apprentissage non supervisé, ce qui est assez fascinant, c'est qu'ils ont des approches des problèmes tout à fait surprenantes qui peuvent être très différentes de l'approche qu'aurait un cerveau humain. L'apprentissage par renforcement, qui est une forme d'apprentissage non supervisé, c'est l'apprentissage par essai-erreur, qui est un peu celui qu'on a vu pour le Go. Et bien sûr, on serait tenté de le faire pour la robotique et pour l'apprentissage de la conduite de voitures. Mais l'essai-erreur avec des voitures réelles serait extraordinairement coûteux, voire dangereux. Donc, les systèmes autonomes, par exemple, de conduite de voiture, ont beaucoup travaillé sur des simulateurs où les échecs et les accidents sont beaucoup moins coûteux en matériel. Et ce n'est que lorsque cette phase-là était bien validée qu'on commence à faire des essais sur route réelle. Donc l'apprentissage profond, le deep learning, est vraiment à la base d'un grand nombre d'applications de notre société, que ce soit dans nos smartphones, par exemple, ou dans nos ordinateurs, ou que ce soit dans les services que sont rendus sur Internet ou dans les sociétés. Alors l'apprentissage profond est le confluent de deux grandes avancées technologiques. Bien sûr,
des capacités techniques de faire des fermes énormes de processeurs extrêmement puissants et finalement indûment assez peu coûteux, donc avoir une capacité technique de traitement énorme, plus des gigantesques bases de données d'apprentissage. Et quand je parle de gigantesques, c'est de l'ordre du million ou de milliards, ce n'est pas 10 images, etc. Donc qui maîtrise la capacité technique et qui maîtrise les bases de données, maîtrise le deep learning et maîtrise l'intelligence artificielle. Alors ces bases de données, eh bien, elles viennent d'où? Elles sont stockées, bon, elles sont dans des centres de données, des data centers, et sont utilisées ensuite pour le deep learning. Mais surtout, elles servent d'apprentissage pour les réseaux neuronaux très multicouches. Et donc, le deep learning est le résultat d'une combinaison d'avancées dans le traitement de l'information et dans le matériel. C'est ce qui explique la phrase que vous avez peut-être entendue, que les données sont le pétrole de demain et d'aujourd'hui, d'ailleurs, parce que vous comprendrez que celui qui n'a avoir la meilleure capacité technique, avoir de très bons informaticiens, et si vous n'avez pas de base de données pour entraîner vos réseaux neuronaux, vous n'avancerez pas beaucoup. C'est ce qui bloque d'ailleurs la recherche universitaire, qui est souvent très avancée d'un point de vue abstrait, d'un point de vue théorique, mais qui n'a pas accès aux gigantesques bases de données. Et si vous lisez le livre de Yann Lequin, qui est un Français qui est maintenant dans l'équipe dirigeante de Facebook, il a montré que quand il a fait sa thèse sur des petits échantillons de quelques exemples, et finalement il a pu développer ses applications que lorsqu'il a été chez Google ou sur Facebook, où d'un seul coup il a eu accès à des milliards et des milliards de données. Donc, on comprend pourquoi les grands GAFA, Google, Microsoft, Facebook, etc., nous offrent énormément d'applications gratuites, sous réserve que nous y entrions des données, nos données personnelles, et sous réserve qu'ils puissent copier nos interactions, parce que ça sert à alimenter les bases de données, et encore une fois, c'est le pétrole qui leur permet de développer des applications. Et donc il y a un aspect un peu accumulatif ici, qui fait que plus on a de données, meilleur on est en termes de deep learning, et ainsi de suite. Donc l'Europe, qui a affiché un grand retard là-dessus, aura beaucoup de peine à rattraper son retard sur ces aspects-là. Voilà, nous avons fait un tour très très rapide sur les réseaux, d'abord automates cellulaires, puis réseaux neuronaux, et nous n'avons fait qu'effleurer les immenses capacités de ces systèmes, qui sont finalement des systèmes biomimétiques, puisqu'ils cherchent à imiter la nature. Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? C'est le grand débat. Bien sûr, on ne peut pas en 2 minutes résoudre cette question-là. Mais il faut comprendre, et ça c'est quelque chose qu'on pourrait développer par ailleurs, c'est que les psychologues arrivent à distinguer de l'ordre de 5, 6, voire 7 types d'intelligence particulières que nous puissions avoir, qui vont de l'intelligence manuelle, opérationnelle, calculatoire, l'intelligence émotionnelle. Donc il faut comprendre que l'intelligence artificielle, dans l'état où elle est actuellement, est très performante dans ce que nous appellerions l'intelligence opérationnelle du système humain. C'est-à-dire, par exemple, le système que nous mettons en œuvre lorsque nous conduisons une voiture de manière automatique, comme nous allons de Nantes à Paris, par exemple, où notre cerveau prend énormément de décisions, de changement de vitesse, changement de fil, d'adaptation, etc., etc., toutes décisions qu'il prend sans que nous en soyons conscients. Eh bien, ce genre d'intelligence opérationnelle qui résulte d'un apprentissage peut être très bien imité, voire dépassé par les systèmes de deep learning. Par contre, il y a d'autres aspects comme l'intelligence émotionnelle, la capacité donc de ressentir les choses qui sont pour le moment, qui ne sont pas, disons, la propriété des systèmes neuronaux actuels. Et tout le débat, c'est est-ce qu'à partir d'un certain niveau de complexité, les systèmes neuronaux se développeront-ils et pourront-ils développer d'autres aspects de l'intelligence que l'intelligence opérationnelle qu'ils ont actuellement. Voilà.